Personne ne voulait s'occuper de la millionnaire tétraplégique jusqu'à ce qu'un livreur pauvre apparaisse. Lorsque l'annonce d'emploi promettait un double salaire pour s'occuper d'une patiente spéciale, des dizaines de candidats se sont présentés à l'élégante propriété. Un par un. Tous s'enfuyaient après quelques minutes passées avec la femme qui les accueillait par des cris et les insultes les plus blessantes. C'est exactement à ce moment qu'Antoine Dubois gara son scooter devant l'imposant portail. Il était là uniquement pour livrer une commande de repas, mais par la fenêtre, il observa un autre aide-soignant sortir précipitamment de la maison, secouant la tête de désespoir. La curiosité s'empara de lui lorsqu'il entendit l'employé commenter avec le concierge qu'il s'agissait déjà du 10e candidat de la semaine. La femme en question s'appelait Isabelle de Montaigne, une femme d'affaires de 50 ans qui avait perdu tout mouvement du cou vers le bas suite à un grave accident de voiture 2 ans auparavant. Sa réputation dans la région était terrible. Personne ne parvenait à travailler avec elle plus de quelques jours. Les cris résonnaient dans l'hôtel particulier de Montaigne, alors qu'elle renvoyait des professionnels qualifiés avec des insultes sur leur classe sociale, leur apparence physique et leurs compétences professionnelles. Antoine observait à travers la grille en attendant que quelqu'un vienne prendre la livraison. À 35 ans, il travaillait comme livreur depuis 4 ans, après avoir perdu son emploi dans le secteur du bâtiment. La vie n'avait pas été facile. Il soutenait sa mère veuve qui souffrait de diabète et avait besoin de médicaments coûteux, en plus d'aider sa sœur cadette avec ses études universitaires. Lorsque l'employé apparut enfin au portail, Antoine ne put se retenir. « Excusez ma curiosité, madame, mais ces gens qui sortaient étaient-ils là pour travailler ici ?» La femme d'âge mûr, qui se présenta comme madame Hélène, soupira lourdement. C'étaient des candidats pour s'occuper de la patronne, mais personne ne tient une journée complète. La pauvre femme est très amère à cause de sa situation. Et quel type de soins nécessite-t-elle? De tout, mon garçon. Repas, hygiène, médicaments. Elle ne peut rien bouger du cou vers le bas, mais son tempérament est devenu impossible depuis l'accident. Antoine remit la commande, mais quelque chose en lui ne pouvait oublier la conversation. En rentrant chez lui, il repassa devant la propriété de Montaigne et vit une autre voiture partir rapidement. Il était plus de 20 heures, et une nouvelle tentative avait échoué. Cette nuit-là, il parla à sa mère de la situation financière difficile de la famille. « Maman, les médicaments sont de plus en plus chers, et le scooter a besoin de réparations urgentes. Si je ne trouve pas un revenu supplémentaire, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » Madame Thérèse Dubois, une dame de 68 ans, prit la main de son fils. « Mon fils, tu fais déjà beaucoup pour nous. Dieu ouvrira une porte, sois-en sûr. » C'est alors qu'Antoine prit une décision qui changerait complètement sa vie. Le lendemain matin, il retourna à la propriété de Montaigne et sonna. Madame Hélène le reconnut immédiatement. « Le jeune homme de la livraison d'hier, que faites-vous ici si tôt? J'aimerais postuler pour prendre soin de votre patronne. » L'employé ouvrit de grands yeux de surprise. « Mon garçon, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Hier encore, 2 infirmiers diplômés sont sortis d'ici sans avoir tenu 2 heures. Malgré tout, j'aimerais essayer. J'ai vraiment besoin de ce travail. » Madame Hélène hésita, mais quelque chose dans la détermination du jeune homme la convainquit d'au moins en parler à sa patronne. Quelques minutes plus tard, elle revint. « Elle va vous recevoir, mais elle a prévenu que ce serait rapide. Voulez-vous vraiment entrer ?» Le cœur d'Antoine s'accéléra, mais il hocha la tête avec fermeté. L'intérieur de la demeure était encore plus imposant qu'il n'y paraissait. Des sols en marbre, des tableaux coûteux aux murs et des meubles en bois noble dans toutes les pièces. Madame Hélène le conduisit jusqu'à un grand salon où avait été installé un lit médicalisé et divers équipements médicaux. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Isabelle de Montaigne était assise dans un fauteuil roulant moderne avec des sangles de sécurité à la poitrine et à la taille. Ses cheveux blonds étaient bien coiffés et elle portait un chemisier blanc en soie. Malgré la situation, on pouvait encore remarquer qu'elle avait été une très belle femme. Mais ses yeux bleus dégageaient une froideur et une amertume qui glaçaient l'atmosphère. « Alors c'est vous le prochain courageux qui croit pouvoir me supporter ?» dit-elle d'une voix coupante, sans même le regarder directement. « Bonjour, Madame de Montaigne. Mon nom est Antoine Dubois. Je suis venu me renseigner sur le poste d'aide-soignant. » Elle leva finalement les yeux et l'examina de la tête aux pieds avec mépris. « Regardez-vous. Vêtements bon marché, baskets usées, cheveux mal coupés. Croyez-vous vraiment avoir la compétence pour prendre soin de quelqu'un ?» Antoine sentit son visage s'échauffer, mais il garda son calme. « Vous avez raison concernant mon apparence, mais j'ai la disposition pour apprendre et travailler avec dévouement. » Dévouement. Elle rit d'un air moqueur. « Le dernier qui a dit ça est sorti d'ici en pleurant quand je lui ai demandé de me donner mon bain. Avez-vous une formation dans le domaine ?»
Je n'ai pas de diplôme spécifique, mais j'ai pris soin de ma grand-mère pendant les 2 dernières années de sa vie. Elle aussi avait besoin de soins spéciaux. Votre grand-mère, Isabelle éleva la voix. Je ne suis pas votre grand-mère, ignorant. J'ai besoin d'un professionnel qualifié, pas d'un livreur de repas qui se croit capable de tout. Un silence pesant envahit le salon. Madame Hélène observait, tendue, s'attendant à ce qu'Antoine parte comme tous les autres, mais il resta ferme à sa place. Vous avez raison de vous méfier de moi. Je n'ai effectivement pas d'expérience professionnelle dans le domaine, mais j'ai quelque chose que les autres n'avaient peu, être pas. J'ai désespérément besoin de ce travail. Ah, bien sûr, un autre qui veut profiter de ma situation pour gagner de l'argent facilement. Ce n'est pas de l'argent facile, Madame de Montaigne. Prendre soin de quelqu'un n'est jamais facile, mais je ferai de mon mieux car cette opportunité signifierait beaucoup pour ma famille. Isabelle resta quelques secondes à l'observer en silence, comme si elle traitait quelque chose de différent dans cette réponse. Et que feriez-vous de différent des autres? Antoine réfléchit un instant avant de répondre. Je vous traiterai comme une personne, pas comme un problème à résoudre. Ces mots provoquèrent quelque chose d'inattendu chez Isabelle. Pour la première fois depuis des mois, elle ne cria pas immédiatement sur un candidat. Hélène, apportez une chaise pour ce candidat. L'employé obéit rapidement, toujours surprise par le déroulement de la conversation. Vous avez dit que vous vous êtes occupé de votre grand-mère. De quoi est-elle morte? Elle a eu un AVC et a été alitée pendant 2 ans. J'aidais ma mère avec les soins quotidiens. Et pourquoi travaillez-vous comme livreur de repas, au lieu de travailler comme aide-soignant? Parce que j'ai besoin d'un revenu immédiat. Et les opportunités comme aide-soignant sont rares. La plupart des familles veulent des professionnels diplômés. Isabelle resta pensive quelques minutes. Madame Hélène était clairement nerveuse, attendant l'explosion qui se produisait habituellement à ce stade des entretiens. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Très bien. Je vais vous faire une proposition, Antoine Dubois. Le jeune homme sentit son cœur s'accélérer. Vous allez travailler ici pendant 1 semaine sans salaire. Comment ça? Exactement ce que vous avez entendu. Si vous parvenez à tenir avec moi pendant 7 jours complets, sans vous enfuir ni abandonner, alors nous parlerons de l'embauche. Si vous abandonnez avant, vous ne gagnez rien et vous ne réapparaissez plus jamais ici. Madame Hélène resta bouche bée. Elle n'avait jamais assisté à une proposition aussi inhabituelle. Mais Madame de Montaigne. Silence, Hélène. Laissez le jeune homme décider. Antoine savait qu'1 semaine sans rien recevoir serait difficile pour ses finances. Mais il percevait également que c'était sa seule véritable chance d'obtenir l'emploi. J'accepte la proposition. Excellent. Vous commencez demain à 6 heures du matin. Hélène vous expliquera votre routine de base. Et juste pour que ce soit clair, je ferai tout pour que vous démissionniez. Je mettrai chacun de vos limites à l'épreuve jusqu'à ce que je découvre quand vous allez craquer, entendu? J'en doute, mais au moins vous êtes prévenu. Vous pouvez partir maintenant. Hélène, accompagnez-le à la sortie. Quand ils sortirent du salon, l'employé prit Antoine par le bras avec inquiétude. Mon garçon, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez d'accepter. C'est une personne qui a beaucoup souffert, mais elle est impossible à gérer. Que lui est-il arrivé exactement? Madame Hélène regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. Il y a 2 ans, elle a eu un terrible accident de voiture. Elle a été hospitalisée pendant des mois, et quand elle est rentrée à la maison, elle a appris que l'entreprise était presque en faillite et que beaucoup de ses proches ne voulaient que profiter de sa situation. Et sa famille? Ses enfants n'apparaissent ici que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Elle se sent abandonnée par tout le monde. C'est pourquoi elle traite mal ceux qui essayent de l'aider. Je comprends. Et quelle serait ma routine de base? Arriver à 6 heures du matin pour aider avec la toilette matinale. Ensuite, petit déjeuner, médicaments, exercice de kinésithérapie, déjeuner, plus de médicaments l'après-midi et dîner. Vous partiriez vers 20 heures, tous les jours, du lundi au samedi, le dimanche elle reste avec moi. Antoine calcula mentalement le temps qu'il serait loin de ses livraisons. Ce serait un sacrifice financier énorme, mais s'il obtenait l'emploi permanent, ce serait vite compensé. Très bien, à demain alors. Bonne chance mon garçon, vous en aurez besoin. Cette nuit-là, Antoine raconta tout à sa mère et à sa sœur Camille, qui était en 3e année d'école d'infirmière. Mon frère, es-tu sûr de ça? 1 semaine sans rien gagner peut compliquer notre situation. Camille, si j'obtiens ce travail, cela résoudra nos problèmes financiers d'un coup. Le salaire est 3 fois supérieur à ce que je gagne avec les livraisons. Madame Thérèse était préoccupée par une autre question. Mon fils, et si cette femme est vraiment insupportable? Tu pourrais t'épuiser en vain. Maman, je dois essayer. En plus de l'argent,
Je sens que je peux vraiment l'aider. J'ai vu quelque chose dans ses yeux aujourd'hui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une tristesse profonde. Camille, qui avait déjà fait des stages à l'hôpital, donna quelques conseils importants à son frère. Antoine, les patients avec une lésion médulaire peuvent devenir très dépressifs et agressifs. La meilleure stratégie est de toujours garder ton calme et d'essayer de comprendre que la colère n'est pas personnelle contre toi. Je m'en souviendrai. Le premier matin, Antoine arriva ponctuellement à 6 heures. Madame Hélène l'attendait déjà et le conduisit directement dans le salon d'Isabelle. Elle était éveillée dans le lit médicalisé, avec une expression encore plus sombre que la veille. « Alors, vous êtes revenue. Je pensais que vous auriez changé d'avis pendant la nuit. Bonjour, Madame de Montaigne. Je suis là pour travailler. Nous verrons bien, Hélène. Expliquez-lui les procédures et retirez-vous ensuite. Je veux voir s'il peut se débrouiller seul. » L'employé commença à lui montrer comment fonctionnait l'équipement pour transférer Isabelle du lit au fauteuil roulant, comment préparer le bain et organiser les médicaments. Tout était plus complexe qu'Antoine ne l'imaginait, mais il prêta attention à chaque détail. « Maintenant, vous allez me donner mon bain », dit Isabelle quand ils furent seuls. « Bien sûr, où se trouve la salle de bain adaptée ? Là, dans la suite. Et pour votre information, je vais critiquer chacun de vos mouvements. » Le processus fut vraiment difficile. Isabelle se plaignit de la température de l'eau, de la position dans laquelle il la plaça sur la chaise de bain, de la pression de la douche et même de la manière dont il tenait le savon. « Vous êtes trop brusque. Attention à mes bras, ils sont sensibles aussi. Excusez-moi, je ferai plus attention. Et cette eau est trop froide. Vous voulez que j'attrape une pneumonie ?» Antoine ajusta la température avec patience. « Maintenant, elle est trop chaude. Vous ne pouvez rien faire correctement. Il fallut plus d'1 heure pour terminer le bain, alors que cela prendrait normalement 20 minutes, mais Antoine ne se plaignit pas une seule fois. Pendant le petit déjeuner, Isabelle continua de mettre sa patience à l'épreuve. « Ce fruit est mal coupé. Coupez-le en plus petits morceaux. La tartine est trop grillée, faites-en une autre. Sehus a trop de glaçons. Enlevez-en quelques-uns. » Chaque demande fut satisfaite, sans discussion. Isabelle observait attentivement chacune de ses réactions, attendant le moment où il exploserait ou abandonnerait. Mais Antoine gardait son calme et résolvait simplement chaque problème. À l'heure des exercices de kinésithérapie, elle inventa qu'elle avait mal et refusa de coopérer. « Je ne ferai pas les exercices aujourd'hui. J'ai trop mal au dos. Voulez-vous que j'appelle un médecin ? Je n'ai pas besoin de médecin. Je ne veux juste pas faire de kiné aujourd'hui. Très bien. Que voudriez-vous faire alors ?» La question la prit par surprise. Généralement, les aides-soignants insistaient sur les exercices ou s'agaçaient de son refus. « Comment ça ? Que voudrais-je faire ? Avez-vous quelques heures de libre maintenant ? Y a-t-il une activité que vous aimeriez faire à la place de la kinésithérapie ?» Isabelle resta quelques secondes sans réponse. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne lui avait pas demandé ce qu'elle aimerait faire. « J'aimerais être sur la terrasse pour prendre le soleil. »« Parfait, je vais vous y emmener. » Il poussa le fauteuil roulant jusqu'à la grande terrasse, donnant sur un jardin bien entretenu. La journée était ensoleillée et agréable. « Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger ? Un jus d'orange naturel sans sucre. Je reviens. » Pendant qu'Antoine préparait le jus dans la cuisine, Madame Hélène l'observait curieuse. « Comment va-t-elle aujourd'hui ? » « Bien, elle prend le soleil sur la terrasse maintenant. »« Prendre le soleil ? Elle n'est pas sortie de cette pièce depuis des mois. Comment avez-vous réussi à la convaincre ? » « Je lui ai juste demandé ce qu'elle aimerait faire. » Madame Hélène hocha la tête, impressionnée. Quand il revint avec le jus, Isabelle contemplait le jardin en silence. « Voici Madame de Montaigne. Merci. » Il resta quelques minutes debout à ses côtés, ne sachant s'il devait s'éloigner. « Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise-là, base, dit-elle, désignant du regard un fauteuil en rotin. « Merci. » Ils restèrent plusieurs minutes en silence, observant seulement le mouvement des oiseaux dans le jardin. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme livreur ?» demanda-t-elle soudainement. « 4 ans. Et avant cela, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 8 ans. Pourquoi êtes-vous parti ? L'entreprise a fait faillite pendant la crise. » Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cette époque. Isabelle absorba l'information sans commentaire. C'était la première conversation normale qu'elle avait avec quelqu'un depuis longtemps. « Avez-vous de la famille ? » ?»« Oui. Ma mère et ma sœur cadette. Et votre père ? Il nous a quittés quand j'avais 16 ans. Ma mère nous a élevés seuls. Je comprends. Quelques minutes de silence supplémentaire. Regrettez-vous d'avoir quitté le bâtiment ? Antoine réfléchit à la question. Parfois, oui. J'aimais le travail. C'était quelque chose de concret, vous savez. Construire des choses qui dureraient de nombreuses années. Et les livraisons ne vous donnent pas cette sensation. C'est un travail nécessaire,
mais il n'y a pas de construction de quelque chose de permanent. Isabelle hocha la tête comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Moi aussi, j'aimais construire des choses durables. Vous aviez une entreprise? Je l'ai toujours. Une entreprise de construction de taille moyenne spécialisée dans les logements sociaux. Sérieux? Alors peu. Avons-nous travaillé sur un projet commun sans le savoir? C'est possible. Pour la première fois, elle esquissa quelque chose qui ressemblait vaguement à un sourire. Le reste de la matinée se déroula tranquillement. Isabelle ne fit plus de critiques inutiles et le remercia même quand il l'aida avec le déjeuner. L'après-midi, elle demanda à rester à nouveau sur la terrasse. Cette fois, elle lui demanda d'apporter des documents de l'entreprise qui se trouvaient dans son bureau. « Savez-vous lire des plans architecturaux? Un peu? J'ai appris les bases dans le bâtiment. Jetez un œil à celui-ci. C'était le projet d'une résidence de logements sociaux qui était à l'arrêt depuis 2 ans. Ce projet a l'air très bon. Pourquoi n'a-t-il pas été exécuté? Après mon accident, beaucoup de choses se sont arrêtées. Les associés ont pris les décisions, mais ils sont plus conservateurs. Je comprends. En réalité, ils ne sont pas conservateurs. Ils sont incompétents, dit-elle, avec amertume. Antoine perçut qu'il avait touché un point sensible. Voudriez-vous en parler? Pourquoi? Vous ne comprenez rien aux affaires. Peut-être pas, mais je peux comprendre la frustration. La réponse l'a surpris. Comment ça? Quand j'ai perdu mon emploi dans le bâtiment, je me suis aussi senti frustré de voir des projets que j'avais aidés à démarrer être abandonnés ou mal terminés par d'autres équipes. Isabelle l'observa avec un intérêt renouvelé. Et comment avez-vous géré cette frustration? Au début, mal. Je ruminais les choses qui auraient pu être différentes. Ensuite, je me suis rendu compte que la frustration ne me blessait que moi et ne changeait rien à la situation. Et qu'avez-vous fait? J'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais encore contrôler. Dans ce cas, trouver une nouvelle façon de subvenir aux besoins de ma famille. Aussi simple que cela. Ce n'était pas simple, non, mais c'est ce qui a fonctionné pour moi. Isabelle resta pensive pendant un long moment. Pensez-vous que je devrais simplement accepter que mon entreprise soit détruite par les incompétents qui la dirigent? Je ne sais pas, Madame de Montaigne, mais peut-être pouvez-vous trouver un moyen d'influencer les décisions, même dans votre situation actuelle. Comment? Vous êtes toujours la propriétaire, n'est-ce pas? Alors, vous devez avoir des droits. Bien sûr que j'ai des droits, mais comment vais-je les exercer dans cette situation? Elle pointa du regard son propre corps. Votre tête fonctionne toujours parfaitement. Et d'après ce que je vois, vous vous y connaissez beaucoup en construction. Et alors, le problème n'est pas votre capacité. C'est juste une question de trouver la bonne façon d'appliquer cette capacité. Isabelle l'observa avec une expression qu'Antoine ne parvenait pas à déchiffrer. Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Merci, je suppose. Ce n'était pas nécessairement un compliment, mais cette fois, elle sourit ouvertement en le disant. Le premier jour se termina sans grand conflit. Quand Antoine prit congé à 20h, Isabelle hocha simplement la tête et dit « À demain ». Madame Hélène l'accompagna jusqu'à la sortie. « Mon garçon, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais elle est différente aujourd'hui. Cela fait des mois que je ne l'ai pas vue aussi calme. J'ai juste essayé de la traiter comme une personne normale. Continuez à faire ça. Peut-être que vous réussirez vraiment à rester ici. » Le deuxième jour commença mieux que le premier. Isabelle ne critiqua pas le bain et prit son petit déjeuner sans se plaindre. Pendant les exercices de kinésithérapie, elle coopéra même partiellement. « Ces exercices sont-ils vraiment nécessaires ?» demanda-t-elle. Selon les instructions médicales, oui. Ils maintiennent la circulation et évitent l'atrophie musculaire. Vous vous y connaissez? Pas beaucoup, mais ma sœur étudie les soins infirmiers et elle m'a expliqué certaines choses. Votre sœur est à l'université? Oui, en 3e année. Et comment paie-t-il ses études? Antoine hésita avant de répondre. Avec beaucoup de sacrifices, elle a obtenu une bourse partielle, mais elle doit encore payer une partie des frais de scolarité. Et vous y contribuez? Bien sûr, c'est ma sœur. Et vos propres rêves? Vous n'avez jamais voulu étudier? La question le prit par surprise. Bien sûr que je voulais. J'ai toujours rêvé d'étudier le génie civil, mais quand mon père est parti, j'ai dû travailler pour aider à la maison. Et maintenant, avec votre sœur presque diplômée, vous ne pouvez pas reprendre vos études? Peut-être un jour. Pour l'instant, ma priorité est de m'assurer qu'elle termine l'université. Isabelle garda le silence un moment, traitant cette information. Vous avez renoncé à vos rêves pour votre famille. Ce n'était pas exactement ça, j'ai juste reporté certains plans. Depuis 16 ans. Antoine n'eut pas de réponse à cela. Pendant le déjeuner, Isabelle posa une question inattendue. Voudriez-vous voir comment fonctionne mon entreprise? Comment ça?
J'ai quelques documents et projets ici à la maison. Pourrais-je vous les montrer? Bien sûr, si vous voulez. Hélène. Apportez les dossiers du bureau au salon. L'employé parut surprise, mais obéit. Pendant tout l'après-midi, Isabelle expliqua à Antoine comment fonctionnait le processus de construction de logements sociaux. Elle montra des feuilles de calcul de coûts, des calendriers de travaux et des projets architecturaux. C'était mon projet le plus ambitieux, dit-elle en montrant un ensemble de plans. Une résidence de 100 maisons pour des familles à faible revenu avec un financement subventionné. Cela semble incroyable. Pourquoi a-t-il été annulé? Il n'a pas été officiellement annulé. Il est juste à l'arrêt depuis 2 ans. Et quel est le problème? Isabelle soupira profondément. Les associés pensent que c'est trop risqué. Ils préfèrent des projets plus petits et plus chers, avec une marge de profit plus élevée. Mais ce projet ne rapporterait-il pas de bénéfices? Si, mais moins par unité. En échange, ce serait 100 maisons au lieu de 20. Antoine analysa les chiffres qu'elle lui montrait. D'après mes calculs, le bénéfice total serait beaucoup plus important sur ce projet. Exactement. Mais il n'arrive pas à le voir. Et vous ne pouvez pas prendre la décision seul. Légalement, je peux, mais en pratique, comment vais-je gérer un chantier de cette taille dans ma situation actuelle, avec une équipe de confiance? Quelle équipe de confiance? Après l'accident, j'ai découvert que la plupart des gens autour de moi n'étaient intéressés que par mon argent. Antoine perçut la racine du problème. Ce n'était pas seulement la limitation physique, c'était la perte de confiance envers les gens. Avez-vous déjà essayé de reconnaître certaines personnes qui se soucient réellement de vous, comme qui? Hélène, par exemple. Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? 15 ans. Et elle aurait pu partir travailler ailleurs après l'accident, n'est-ce pas? Elle aurait pu, mais elle est restée. Cela ne signifie rien pour vous? Isabelle resta pensive. Elle n'avait jamais vu cela sous cet angle. Et il doit y avoir d'autres personnes comme ça. Peut-être avez-vous juste besoin d'apprendre à les identifier à nouveau. Croyez-vous que ce soit si simple? Ce n'est pas simple, non. Mais ce n'est pas impossible non plus. Cet après-midi-là, Isabelle, pour la première fois depuis l'accident, parla de ses projets futurs au lieu de seulement regretter le passé. Le 3e jour apporta la première véritable épreuve. Isabelle se réveilla de très mauvaise humeur et revint au comportement agressif de la première rencontre. « Vous avez mis trop de temps à arriver. Il est déjà 6h05. Je suis désolé, Madame de Montaigne. La circulation était plus dense aujourd'hui. Vos excuses ne m'intéressent pas. Si vous ne pouvez pas être à l'heure, peut-être n'êtes-vous pas adapté à ce travail. Vous avez raison. Je partirai plus tôt de la maison demain. Et autre chose, hier vous avez touché mes documents sans permission. Comment ça? Vous m'avez montré les documents. Je ne vous ai pas donné la permission de manipuler mes papiers. Vous avez tout laissé en désordre. Antoine savait que ce n'était pas vrai, mais il ne discuta pas. Je m'excuse. Je ferai plus attention. Et ce café est horrible. Comment pouvez-vous vous tromper sur quelque chose d'aussi simple? Le café était exactement le même que les jours précédents qu'elle avait approuvé. Elle était clairement en train de tester sa patience. Je vais en refaire un autre, Madame de Montaigne, et cette fois, faites-le bien. Pendant le bain, elle se plaignit de tout. De la température de l'eau, de la pression de la douche, de la position de la chaise, même du savon qu'elle avait elle-même choisi. Vous êtes négligent. Vous m'avez fait mal. Où? Comment? Peu importe où, vous devez être plus prudent. Antoine savait qu'il ne l'avait blessée d'aucune manière, mais il vérifia quand même attentivement s'il y avait un problème. Arrêtez de m'examiner comme si j'étais un objet. Ayez plus de respect. Je suis désolé, Madame de Montaigne. Je voulais juste m'assurer que je ne vous avais pas blessé. Bien sûr que vous m'avez blessé, mais cela ne vous importe pas. La situation continua de s'intensifier tout au long de la matinée. Isabelle critiquait tout avec une intensité bien plus grande que les premiers jours. Vers 10 heures, elle explosa finalement. Ça suffit. Je n'en peux plus. Vous êtes incompétent, néglige, et vous n'avez aucune qualification pour être ici. Antoine resta calme, mais elle continua. Regardez-vous. Un livreur de repas qui croit pouvoir prendre soin des gens. Vous êtes pathétique. Je comprends que vous soyez frustré. Vous ne comprenez rien. Rien. Vous n'êtes qu'un opportuniste de plus qui veut gagner de l'argent facile à mes dépens. Madame de Montaigne, ne m'interrompez pas. Je parle. Vous pensiez pouvoir me tromper en étant gentil pendant 2 jours, n'est-ce pas? Vous pensiez que je m'attacherais à vous et que je vous donnerais le travail? Non, menteur. Vous êtes tous pareils. Vous ne voulez que profiter de ma situation. Elle criait avec une intensité qui fit accourir Madame Hélène dans le salon. Que se passe-t-il ici? Hélène, cet homme me manque de respect. Je veux qu'il sorte de ma maison immédiatement. L'employé regarda Antoine, qui restait calme malgré les cris. Madame de Montaigne, mais que...
Je ne veux pas d'explication. Je veux qu'il s'en aille maintenant. Madame Hélène était clairement confuse, car elle avait été témoin de 2 jours d'interaction calme entre eux. Antoine prit une profonde respiration et prit une décision. « Madame de Montaigne, vous avez raison sur une chose. »« Sur quoi ?» demanda-t-elle, toujours furieuse. « J'ai vraiment besoin de ce travail, et vous avez tout à fait le droit de ne pas me faire confiance. » Isabelle parut surprise par cet accord. « Alors, vous admettez que vous n'êtes là que pour l'argent ? » « J'admets que l'argent est important pour moi, oui, mais ce n'est pas la seule raison. Quelle serait l'autre raison alors ? Au cours des 2 derniers jours passés à converser avec vous, je me suis senti utile d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Utile comment ? En aidant quelqu'un non seulement avec des tâches physiques, mais en conversant sur des choses importantes, sur des projets, sur des rêves, sur la vie. Isabelle garda le silence quelques secondes, traitant la réponse. Cela ne change pas le fait que vous n'avez pas de qualification. C'est vrai, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de formation technique, je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le domaine. Alors, pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Parce que je suis là depuis 3 jours. Vous m'avez mis à l'épreuve de toutes les manières possibles, et je n'ai pas abandonné ni perdu patience une seule fois. Cela ne prouve rien. Cela prouve que je tiens vraiment à ce travail, et peut être qu'au fond, vous aussi. La dernière phrase provoqua un silence total dans le salon. Isabelle le fixa longuement avec une expression indéchiffrable. « Je vous importe ? Vous m'importez. »« Oui. Pourquoi ?» Antoine réfléchit attentivement avant de répondre. « Parce qu'au cours des 2 derniers jours, j'ai vu une femme intelligente, déterminée et passionnée par son travail, une personne qui a construit une entreprise pour aider des familles comme la mienne à avoir leur propre logement. Et cela me dérange de voir cette personne s'isoler du monde à cause du préjugé des autres. Quel préjugé ? Le préjugé de croire que parce que vous êtes en fauteuil roulant, vous ne pouvez plus contribuer à des choses importantes. » Isabelle fut visiblement émue par ces mots. « Vous croyez vraiment cela ? Je le crois. Votre accident a changé votre situation physique, mais il n'a pas changé votre intelligence, votre expérience ou votre capacité à prendre des décisions. » Les larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Cela fait si longtemps que quelqu'un ne m'a pas vu de cette façon. Alors, il est être temps que vous recommenciez à vous voir de cette façon. Madame Hélène observait la conversation, émue, voyant sa patronne montrer de la vulnérabilité pour la première fois en 2 ans. Isabelle garda le silence quelques minutes, luttant clairement contre ses émotions. « Très bien, vous avez réussi le test d'aujourd'hui. » « Test ? Savoir si vous maintiendriez votre patience, même lorsque je serais vraiment difficile à supporter. Tous les autres se sont enfuis à la première explosion. Et si j'étais aussi parti ? Alors je saurais que j'avais raison à votre sujet, mais vous n'êtes pas parti. Non. Et cela signifie que j'avais tort. Ce fut la première fois qu'Isabelle admit qu'elle pouvait se tromper sur quelque chose depuis l'accident. Hélène, préparez un déjeuner spécial. Aujourd'hui, nous avons quelque chose à célébrer. Célébrer quoi, madame ? Le fait que j'ai trouvé quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Cet après-midi-là, la dynamique entre eux changea complètement. Isabelle commença à parler de ses peurs, de ses frustrations et de ses rêves, d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. « Savez-vous quelle est ma plus grande peur ?» demanda-t-elle alors qu'ils étaient sur la terrasse. « Laquelle ? Que les gens me regardent et ne voient que des limitations. Que mon opinion n'ait plus de valeur parce que mon corps ne fonctionne plus. Et vous vous sentez comme ça tous les jours. C'est pourquoi je me mets en colère quand les gens essayent de m'aider, car je crains qu'ils voient l'aide comme de la pitié. Je comprends, mais aider quelqu'un, ce n'est pas nécessairement avoir de la pitié. Non. Parfois, c'est juste reconnaître que nous avons tous besoin de soutien dans différents domaines de la vie. Comment ça ? Par exemple, vous avez besoin d'aide physique pour certaines tâches. Mais moi, j'ai besoin d'aide intellectuelle pour comprendre les affaires. Cela nous rend égaux d'une certaine manière. Isabelle sourit à cette perspective. Vous avez une façon intéressante de voir les choses. Je l'ai appris de ma mère. Elle disait toujours que nous avons tous quelque chose à offrir et quelque chose à apprendre. Votre mère semble être une personne sage. Elle l'est. Voudriez-vous la rencontrer un jour ? Rencontrer votre mère ? Bien sûr, si vous le souhaitez, bien entendu. Isabelle fut visiblement touchée par l'invitation. Cela fait des années que personne ne m'a invité à rencontrer sa famille. Alors c'est décidé. Lorsque vous vous sentirez prête, nous organiserons une rencontre. J'aimerais beaucoup cela. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le 4e jour apporta une nouvelle découverte qui changerait tout. Isabelle était en train de revoir des documents lorsqu'elle trouva un dossier qu'elle avait oublié. « Antoine,
Pourriez-vous m'aider avec une chose? Bien sûr, Madame de Montaigne. Dans ce dossier, il y a des papiers importants que je ne peux pas bien lire. Pourriez-vous me les lire? Sans problème. Quand Antoine ouvrit le dossier, il trouva des documents qui le laissèrent confus. Madame de Montaigne, ces documents concernent des donations et des bourses d'études. Ah, vous pouvez les laisser de côté. Mais il y a beaucoup de noms ici, et des montants élevés. Isabelle se sentit clairement mal à l'aise. C'est juste un ancien projet, cela n'a pas d'importance. Ancien projet de quoi? Antoine, s'il vous plaît, rangez ces papiers. Mais il en avait déjà vu assez pour comprendre quelque chose d'extraordinaire. Madame de Montaigne, vous financiez les études de dizaines de jeunes dans le besoin. Je le faisais avant l'accident. Et pourquoi avez-vous arrêté? Parce que je ne peux plus gérer ces choses directement. Mais les jeunes, que leur est-il arrivé? Isabelle soupira profondément. Ils ont dû chercher d'autres moyens de financer leurs études. Certains ont réussi, d'autres, je ne sais pas. Antoine ressentit une forte émotion en se rendant compte de la dimension de sa générosité. Combien de personnes avez-vous aidé au cours des 10 dernières années? Directement, 83 jeunes. Indirectement, à travers les projets de logements sociaux, des milliers de familles. Et personne ne le sait? J'ai toujours préféré aider anonymement. Je n'aime pas l'exposition. Pourquoi avez-vous arrêté les donations? Parce que je n'ai plus les moyens de suivre personnellement chaque cas et je ne fais confiance à personne d'autre pour le faire à ma place. Antoine comprit qu'il avait découvert le véritable caractère d'Isabelle. Elle n'était pas une personne amère par nature, mais quelqu'un qui avait fermé son cœur par déception. Et si je vous aidais à reprendre ces projets? Comment? Je pourrais être vos yeux et vos jambes, visiter les bénéficiaires, suivre les progrès, rendre compte en détail. Isabelle le regarda avec surprise. Vous feriez cela? Bien sûr, ce serait un honneur de participer à quelque chose d'aussi important. Mais vous n'avez pas d'expérience en travail social. Je n'ai pas besoin d'en avoir, j'ai juste besoin d'honnêteté et de dévouement, et cela, je peux l'offrir. Isabelle fut émue par la proposition. Vous savez quoi? Il est peu, être temps d'essayer à nouveau. Par où voulez-vous commencer? Nous allons voir comment vont ces jeunes qui ont perdu le soutien après mon accident. Certains doivent avoir besoin d'aide pour terminer leurs études. Idée parfaite. Cet après-midi-là, ils passèrent des heures à organiser les anciens contacts et à planifier comment retrouver les anciens bénéficiaires. Antoine, vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Quoi? Si nous parvenons à réactiver ces projets, nous allons changer la vie de nombreuses personnes à nouveau. C'est incroyable, Madame de Montaigne. Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Laquelle? Après 2 ans à me sentir inutile, je vais enfin avoir un but à nouveau. Des larmes de joie coulaient sur son visage. Le 5e jour commença avec une énergie complètement différente. Isabelle était animée et pleine de projets. Elle demanda à Madame Hélène de préparer le bureau de la maison qui était fermé depuis l'accident. « Nous allons transformer cet espace en notre centre d'opération », dit-elle à Antoine. « Centre d'opération pourquoi? Pour gérer les projets sociaux et aussi pour suivre l'entreprise à distance. Vous allez vous réimpliquer dans l'entreprise de construction? Oui, je vais le faire. J'ai découvert que je peux gérer beaucoup de choses d'ici, surtout avec votre aide. Mon aide? Bien sûr, vous serez mes yeux et mes oreilles sur les projets externes, mais je ne connais rien à l'administration. Vous allez apprendre et je vais vous enseigner. » Madame Hélène était rayonnante de voir sa patronne retrouver le goût de la vie. « Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vue aussi animée, » commenta-t-elle à Antoine. « C'est bon de la voir ainsi, n'est-ce pas? C'est merveilleux, mon garçon. Vous avez vraiment fait un miracle ici. Je n'ai fait aucun miracle. Je l'ai juste traité comme une personne capable. Et c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. » Dans l'après-midi, Isabelle appela la société de construction pour la première fois en 2 ans. « Bonjour Aurélie. C'est Isabelle. Oui, je vais beaucoup mieux. Non, vous n'avez pas besoin de venir ici. Je veux juste une réunion par vidéoconférence demain avec tous les associés. » Antoine pouvait entendre la surprise dans la voix de la personne à l'autre bout du fil. « Oui, par vidéoconférence. J'ai besoin de discuter de projets importants. Non, ce n'est rien de drastique. Je veux juste reprendre ma participation aux décisions de l'entreprise. » Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. « Demain va être intéressant. » « Êtes-vous nerveuse? Je suis excitée. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas sentie prête à affronter mes associés. Et maintenant, avec vous à mes côtés, je me sens capable de tout. » La confiance qu'elle lui témoignait était à la fois excitante et effrayante pour Antoine. Le 6e jour apporta la première grande épreuve professionnelle. La réunion par vidéoconférence était prévue pour 14 heures. Isabelle passa toute la matinée à revoir des documents et à préparer des arguments. « Antoine, pourriez-vous rester ici pendant la réunion? »
J'aurais être besoin de votre aide avec les documents. Bien sûr, Madame de Montaigne. Et quelque chose d'important, ne vous laissez pas intimider s'ils essayent de vous rabaisser. Ils ne savent pas qui vous êtes, ni ce que vous représentez pour moi maintenant. Je comprends. À 14 heures, l'écran de l'ordinateur montrait 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, tous bien habillés et avec des expressions sérieuses. « Isabelle, c'est bon de te voir comme ça », dit l'une des femmes, Aurélie. « Merci Aurélie. Comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup mieux. Nous avons appris que tu as embauché un nouvel aide-soignant, dit l'un des hommes avec un ton légèrement méfiant. François. Oui, j'ai embauché François. En fait, il est ici avec moi. Antoine, venez saluer mes associés. Antoine s'approcha de la caméra et salua de la main. Ravi de vous rencontrer. La réaction fut clairement froide. Les associés échangèrent des regards entre eux de manière peu discrète. Isabelle, pouvons-nous parler en privé, suggéra Aurélie. Ce n'est pas nécessaire. Antoine est ma main droite maintenant. Tout ce que vous me dites, il doit le savoir aussi. La gêne parmi les associés était visible. Très bien, dit François. De quoi aimerais-tu parler? Je veux reprendre le projet de résidence de logements sociaux qui a été suspendu il y a 2 ans. Silence total dans l'appel vidéo. Isabelle, dit la deuxième femme. Martine, ce projet est trop risqué. Nous en avons déjà parlé. Vous en avez parlé avec moi quand j'étais fragile et confuse. Maintenant, je suis lucide et déterminé. Mais les chiffres. Les chiffres prouvent que le projet est viable et lucratif. Je peux vous montrer les calculs à nouveau. François se racla la gorge, mal à l'aise. Isabelle, es-tu sûre d'être en état de prendre des décisions aussi importantes? La question fut comme une gifle pour elle. Antoine vit son expression se durcir immédiatement. Comment as-tu dit, François? Ne le prends pas mal, mais tu as traversé un très grand traumatisme. Il est être trop tôt pour. Pourquoi? Pour utiliser ma propre tête? Ce n'est pas ça, mais les décisions d'entreprise exigent. Exigeant quoi? Des jambes qui fonctionnent. La gêne dans l'appel vidéo était palpable. Isabelle, s'il te plaît, ne déforme pas nos paroles, dit Aurélie. Alors, clarifiez vos paroles. Pensez-vous que ma capacité mentale a été affectée par l'accident? Ce n'est pas exactement ça, c'est exactement ça. Vous pensez que parce que je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus prendre de décision. Antoine remarqua qu'Isabelle s'énervait beaucoup et décida d'intervenir. Avec votre permission, dit-il en s'approchant de la caméra. Puis-je faire une observation? Les associés parurent surpris par l'intervention. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'analyser en détail le projet en question avec Madame de Montaigne. Les chiffres prouvent effectivement la viabilité. « Et qui êtes-vous » demanda François avec dédain. « Je suis Antoine Dubois, assistant de Madame de Montaigne. Et bien que je n'ai pas de formation académique dans le domaine, j'ai travaillé 8 ans dans le secteur du bâtiment. »« Ah, je vois, » dit Martine avec un sourire condescendant. « Vous êtes de l'opérationnel. »« Exactement. Et je peux garantir que le projet est non seulement viable, mais nécessaire. »« Nécessaire comment ?» demanda Aurélie. « Il existe une demande refoulée énorme pour des logements sociaux dans la région. Ce projet s'occuperait de 100 familles qui paient aujourd'hui un loyer cher pour mal vivre. Ce sont des questions sociales. Nous sommes une entreprise, pas une ONG, dit François. Ce fut alors qu'Isabelle explosa. Une entreprise qui ne se soucie que du profit maximum n'est pas une entreprise que je souhaite diriger. Isabelle, ne m'interrompez pas. Quand j'ai fondé cette entreprise de construction, mon objectif a toujours été de combiner profit et responsabilité sociale. Les temps ont changé, Isabelle, dit Martine. Les temps ont changé ou c'est vous qui avez changé? Silence gênant. Savez-vous quel a été mon premier projet quand j'ai ouvert l'entreprise? Continua Isabelle. Non, admit Aurélie. C'était 10 petites maisons pour des familles qui vivaient dans un bidonville. Le bénéfice a été minime, mais c'est le projet qui m'a donné le plus de fierté dans ma vie. C'était il y a 20 ans, Isabelle, argumenta François. Et alors? Mes valeurs ont-elles changé parce que j'ai eu un accident? Ce n'est pas ça. Alors expliquez-moi pourquoi vous pensez que je ne devrais pas reprendre ce projet. Les associés échangèrent à nouveau des regards. Franchement, Isabelle, dit François, nous sommes préoccupés par ta capacité à superviser un projet aussi complexe dans ta situation actuelle. Ma situation actuelle? Tu ne peux pas visiter les chantiers. Tu ne peux pas suivre l'avancement personnellement. Si, je peux, l'interrompit-elle. Comment? Grâce à Antoine, il sera mes yeux et mes jambes sur le terrain. Isabelle, dit Martine avec une patience forcée, avec tout le respect que j'ai pour Antoine, il n'a pas la qualification pour superviser un chantier de cette taille. Et vous, si, répliqua Isabelle. Nous avons des diplômes, de l'expérience en gestion. Et moi,
J'ai 20 ans d'expérience pratique dans la construction de maisons, dit Antoine, perdant patience pour la première fois. Expérience en tant qu'ouvrier, pas en tant que gestionnaire, dit François avec mépris. Expérience en tant que quelqu'un qui connaît la différence entre une construction de qualité et une construction bon marché. Antoine. Isabelle tenta de le calmer. Non, Madame de Montaigne, ils doivent comprendre une chose. Il se tourna vers la caméra avec détermination. Vous pouvez avoir des diplômes, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Un engagement réel envers le travail. Je ne suis pas là pour le statut ou le pouvoir. Je suis ici parce que je crois au projet. Quel projet ? Demanda Aurélie. Le projet de donner une dignité de logement aux familles travailleuses. Des familles comme la mienne qui rêvent de leur propre maison depuis des décennies. Ce sont des sentiments, dit Martine. Non. C'est comprendre le marché réel. Vous vivez dans une bulle de projets de luxe et vous avez perdu le contact avec le besoin de la majorité de la population. Isabelle observait fièrement la défense passionnée qu'Antoine faisait du projet. Et de plus, continua Antoine, vous sous-estimez complètement la capacité de Madame de Montaigne. Elle en sait plus sur la construction que vous tous réunis. Et comment savez-vous cela ? Demanda François sarcastiquement. Parce que j'ai passé une semaine à converser avec elle sur tous les aspects techniques du projet et je peux garantir, elle n'a pas perdu une once de compétence. Antoine a raison, dit Isabelle, reprenant le contrôle de la conversation. Et je vais vous le prouver. Je vous donne 60 jours pour présenter un projet alternatif qui soit plus rentable que la résidence de logements sociaux. Isabelle, si vous y parvenez, je renonce au projet social. Si vous n'y parvenez pas, vous approuvez mon projet sans discussion. Les associés furent clairement mal à l'aise avec le défi. Et, si nous n'acceptons pas le défi, demanda Martine. Alors, j'assume le contrôle total de l'entreprise et je prends les décisions seul. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que je peux. Je suis toujours l'associé majoritaire. Un autre silence gênant. Nous devons discuter en interne, dit Aurélie. Vous avez jusqu'à demain pour décider, dit Isabelle, et elle déconnecta la vidéoconférence. Quand l'écran devint noir, elle se tourna vers Antoine avec les yeux brillants. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir défendu. Pour avoir défendu notre foi projet. Notre foi projet ? Bien sûr, nous sommes associés dans cette affaire maintenant. Antoine ressentit une émotion indescriptible. Pour la première fois de sa vie, il faisait partie de quelque chose de plus grand que ses besoins immédiats. Le 7e et dernier jour de la semaine d'essai arriva chargé de tension. Isabelle se réveilla anxieuse, attendant la réponse des associés. Toute la matinée, elle fut agitée, révisant des documents et faisant des calculs. « Et s'il rejette le défi ?» demanda-t-elle à Antoine. « Alors vous prenez le contrôle de l'entreprise, comme vous l'avez dit hier. Mais aurais-je le courage de le faire ? Vous avez du courage pour tout, Madame de Montaigne. Comment pouvez-vous en être si sûre ? Parce que je vous ai vu affronter vos peurs cette semaine. Je vous ai vu sortir du lit pour aller sur la terrasse, vous réintéresser à l'entreprise, affronter vos associés. Tout cela grâce à mon aide. Non, tout cela grâce à votre propre force. Je n'ai fait qu'offrir mon soutien. » Isabelle sourit, émue. « Antoine, indépendamment de ce qui se passe avec l'entreprise, j'aimerais vous faire une proposition officielle. » « Quelle proposition ? » « Je veux que vous travailliez avec moi de manière permanente, non seulement comme aide-soignant, mais comme mon assistant exécutif. » « Assistant exécutif ? Exactement. Vous seriez ma liaison avec le monde extérieur. Vous visiterez les chantiers, les clients, les fournisseurs. Vous serez mes yeux et mes jambes dans les affaires. Mais je n'ai pas la qualification pour cela. Vous avez quelque chose de mieux. L'honnêteté, le dévouement et la capacité de comprendre les gens. Ces qualités ne s'apprennent pas à l'université. Et quel serait mon salaire ? Isabelle mentionna un montant qui laissa Antoine sans voix. C'était 4 fois plus que ce qu'il gagnait comme livreur de repas. Êtes-vous sûre, madame ? Absolument. Vous méritez cela et bien plus encore. À 15 heures, le téléphone sonna. C'était Aurélie. Isabelle, nous avons discuté de ta proposition et nous acceptons le défi. Isabelle et Antoine échangèrent des regards de satisfaction. Parfait. 60 jours à partir d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord, mais nous avons une condition. Laquelle ? Si nous gagnons, tu arrêtes de remettre en question nos décisions pendant 2 ans. Et si je gagne, vous me laissez reprendre le contrôle actif de l'entreprise sans questionnement. Marché conclu. Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. Nous avons réussi. Nous avons réussi quoi exactement ? Une opportunité de prouver que nous avons raison. Et si nous n'y arrivons pas ? Nous y arriverons. J'en ai l'absolue certitude. Sa conviction était contagieuse. Le soir, alors qu'Antoine se préparait à partir, Isabelle fit une confession émouvante. « Antoine,
Cette semaine a été la plus importante de ma vie après l'accident. Pourquoi? Parce que vous m'avez aidé à découvrir que ma vie n'était pas finie. Elle a juste changé de direction. Vous avez toujours eu cette force. Il fallait juste que quelqu'un vous le rappelle. Et vous l'avez fait. C'est pourquoi vous êtes officiellement embauché. Même si leur projet ne fonctionne pas. Surtout s'il ne fonctionne pas, alors nous devrons en créer un autre encore meilleur. Antoine sourit, sentant que sa vie était sur le point de changer complètement. Madame de Montaigne, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Étiez-vous vraiment en train de tester ma patience cette semaine, ou étiez-vous vraiment en colère contre moi parfois? Isabelle rit aux éclats pour la première fois depuis l'accident. Les deux. Je devais vous tester, mais j'étais aussi vraiment ennuyé de commencer à vous apprécier. Comment ça? Parce que j'avais peur d'être déçu à nouveau. Il est plus facile d'éloigner les gens avant de s'attacher à eux. Et maintenant, j'ai décidé de prendre le risque de faire confiance à nouveau. Et apparemment, je ne le regrette pas. Moi non plus, Madame de Montaigne, moi non plus. Quand Antoine sortit de la propriété de Montaigne ce soir-là, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. En une semaine, il avait trouvé non seulement un emploi, mais un but. Et Isabelle, l'observant partir depuis la fenêtre, sourit, sachant qu'elle avait finalement trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme une personne limitée, mais comme une personne aux possibilités infinies. La semaine d'essai était terminée, mais en réalité, une nouvelle vie commençait à peine pour les deux. Le lendemain matin, Antoine se réveilla tôt, mais pas pour travailler comme livreur. Pour la première fois en 4 ans, il se réveilla en sachant qu'il avait un avenir prometteur devant lui. Quand il arriva à la résidence, il trouva Isabelle déjà éveillée et animée dans le bureau, qui avait été complètement réorganisé pendant la nuit par Madame Hélène. « Bonjour, associé », dit-elle avec enthousiasme. « Associé? C'est ainsi que je vous appellerai désormais. Nous sommes associés dans ce projet. » « Associé? Bien sûr. Vous aurez une participation au bénéfice de la résidence de logements sociaux quand elle sera réalisée. Madame de Montaigne, je ne peux pas accepter cela. Vous le pouvez et vous l'accepterez. Cela fait partie de votre salaire. » Antoine était encore en train d'assimiler la nouvelle réalité quand Isabelle annonça le premier défi. « Aujourd'hui, nous allons rendre visite à certains des jeunes qui ont perdu leur bourse d'études après mon accident. Visiter. »« Comment? Vous allez leur rendre visite pour moi. Je veux savoir comment ils vont, s'ils étudient toujours, s'ils ont besoin d'aide et s'ils en ont besoin, nous allons les aider. Aussi simple que cela. » Elle lui tendit une liste de 15 noms et adresses. « Commencez par ceci. Ce sont les cas les plus urgents. Comment savez-vous qu'ils sont urgents? Parce que ce sont des jeunes qui étaient en dernière année de leurs études, lorsque l'aide a été interrompue. » Antoine prit la liste et fut ému en lisant les noms et les filières. Soins infirmiers, pédagogie, administration, génie civil. Ces jeunes auraient pu abandonner lorsqu'ils ont perdu le soutien. Malheureusement oui, et cela m'a pesé sur la conscience pendant 2 ans. Alors, nous allons régler cela aujourd'hui même. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer cette responsabilité? Je le suis. Et savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais ce que signifie avoir besoin d'une opportunité et ne pas l'avoir. Je traiterai chacun de ces jeunes comme j'aimerais qu'on traite ma sœur. Isabelle sourit, sachant qu'elle avait choisi la bonne personne pour la mission. La première visite fut au domicile de Manon Lefebvre, étudiante en soins infirmiers qui était en 5e semestre lorsqu'elle perdit sa bourse. Antoine trouva une jeune femme de 22 ans qui avait abandonné son cours et travaillait comme caissière dans une pharmacie. « Connaissez-vous Madame Isabelle de Montaigne ?» demanda-t-il. Le visage de Manon s'illumina instantanément. « Bien sûr. Elle a payé mon université pendant 3 ans. Quand elle a arrêté d'aider, j'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Elle a eu un accident, mais maintenant elle va bien et elle veut reprendre les aides. » « Sérieusement? » »« Très sérieusement. Voudriez-vous retourner à l'université ?» Manon se mit à pleurer. « C'est mon rêve. Mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Vous n'avez rien perdu. Avec une bourse complète, vous pouvez reprendre le semestre prochain. Comment puis-je? En obtenant votre diplôme et en devenant la meilleure infirmière possible. » La deuxième visite fut encore plus émouvante. Julien Moreau, étudiante en génie civil, avait réussi à obtenir son diplôme même sans l'aide, en travaillant la nuit et en étudiant le jour. « Madame de Montaigne ne le sait pas, mais elle a changé ma vie pour toujours, » dit-il à Antoine. « Comment ça? Quand elle a commencé à m'aider, je me suis dit qu'un jour j'allais construire des logements sociaux comme elle, et c'est exactement ce que je fais maintenant. Où travaillez-vous? » « Dans une petite entreprise, mais j'économise de l'argent pour ouvrir ma propre société de construction. » « Axée sur le logement populaire? » « Exactement, inspiré par son travail. » Antoine sourit,
imaginant à quel point Isabelle serait émue de l'apprendre. « Julien, j'ai une proposition pour vous. »« Quelle proposition ?» Madame de Montaigne reprend un grand projet de résidence populaire. Seriez-vous intéressé à y participer? Participer comment? Comme ingénieur responsable des travaux. Julien resta sans voix. Vous êtes sérieux? Complètement. C'est le travail de mes rêves. La troisième visite fut la plus touchante. Sophie Garnier, étudiante en pédagogie, avait abandonné son cours à un semestre seulement d'obtenir son diplôme. « Je n'ai pas pu payer les dernières mensualités », expliqua-t-elle avec tristesse. « Et si vous pouviez reprendre maintenant? Ce serait merveilleux, mais je suis à l'arrêt depuis 1 an. Je devrais presque tout recommencer. Pas nécessairement. Avec la bonne bourse et un bon conseiller pédagogique, peut-être que vous pouvez profiter de tout ce que vous avez déjà fait. Vous croyez? J'en suis sûr. Madame de Montaigne ne se reposera pas tant qu'elle ne vous aura pas vu diplômé. » Quand Antoine rentra à la résidence de Montaigne en fin d'après-midi, il était épuisé émotionnellement, mais profondément épanoui. « Et alors ?» demanda Isabelle anxieuse. « Préparez-vous à pleurer d'émotion. » Il raconta en détail chaque visite, voyant Isabelle s'émouvoir à chaque histoire. Le Julien veut vraiment construire des logements sociaux. Il a dit que c'est le rêve de sa vie. Et la Sophie est sans étudier depuis 1 an. Oui, mais nous pouvons régler cela. Et la Manon? Prête à retourner à l'université le semestre prochain. Isabelle pleurait de joie. Savez-vous ce que cela signifie, Antoine? Que nous allons aider 3 jeunes à réaliser leurs rêves. Non, que nous allons aider 3 jeunes qui un jour aideront des centaines d'autres personnes. Comment ça? La Manon va être infirmière et soigner des patients. Le Julien va construire des maisons pour des familles dans le besoin. La Sophie va éduquer des enfants. C'est vrai, je n'y avais jamais pensé sous cet angle. C'est ainsi que le bien fonctionne, il se multiplie. Cette nuit-là, Isabelle prit 2 décisions importantes. Premièrement, elle créerait un fonds permanent pour des bourses d'études, géré par Antoine. Deuxièmement, elle offrirait une association minoritaire dans l'entreprise de construction à Julien, à condition qu'il accepte de diriger le projet de résidence populaire. Êtes-vous sûr de vouloir vous associer à un jeune homme fraîchement diplômé? Oui. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que mes associés actuels ont perdu. La passion pour le travail social. Et si les associés actuels s'en offusquent? Excellent. Ainsi, ils auront plus de motivation pour présenter un meilleur projet que le nôtre. Antoine admirait de plus en plus la détermination d'Isabelle. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle reçut un appel d'un jeune homme qu'Antoine n'avait pas encore visité. « Bonjour, Madame de Montaigne, c'est Étienne Lambert. Vous vous souvenez de moi? » Étienne. « Bien sûr que je me souviens. Comment allez-vous? » « Je vais bien, merci. J'ai appris que vous aviez recommencé à aider de jeunes étudiants. Comment l'avez-vous appris? Manon m'en a parlé, et je voulais vous parler de quelque chose. Vous pouvez parler, mon garçon. Quand vous avez cessé de m'aider, je n'ai pas abandonné mes études. Non, j'ai obtenu un prêt, et j'ai obtenu mon diplôme en administration l'année dernière. Quelle merveille! Mais ce n'est pas tout. J'ai ouvert une entreprise. Quel genre d'entreprise? Un cabinet de conseil qui aide les jeunes dans le besoin à obtenir des bourses d'études et des financements universitaires. Isabelle était trop émue pour parler. L'inspiration est venue de l'aide que vous m'avez donnée, continua Étienne. Je voulais redonner aux autres jeunes. Étienne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela m'émeut. Et il y a autre chose. Quoi? J'aimerais vous proposer une association. Quel genre d'association? Mon entreprise pourrait gérer vos bourses d'études. Nous avons l'expérience, la structure et surtout, la passion pour le travail. Isabelle regarda Antoine, qui suivait la conversation fasciné. « Étienne, pourriez-vous venir ici à la maison pour en parler personnellement? » « Bien sûr. Quand vous voulez. Demain après-midi. » « Parfait. » Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. « Vous avez entendu ça, Antoine? » « Je l'ai entendu. Incroyable. Savez-vous ce que cela démontre? » « Quoi? Que le bien se multiplie vraiment. Étienne a reçu de l'aide, il a obtenu son diplôme, et maintenant il veut aider les autres. Et il sera notre associé dans ce travail. Exactement. Nous sommes en train de créer un réseau du bien. L'après-midi suivante, Étienne arriva à la résidence de Montaigne, accompagné de 2 associés, une psychologue spécialisée en orientation professionnelle et un avocat spécialisé en droit de l'éducation. Leur présentation impressionna autant Isabelle qu'Antoine. En 2 ans de fonctionnement, expliqua Étienne, nous avons déjà obtenu des bourses pour 230 jeunes dans le besoin. Et quel est le taux de réussite? Demanda Isabelle. 87% parviennent à obtenir leur diplôme dans les délais prévus, répondit la psychologue Pauline. Comment assurez-vous le suivi? Chaque boursier a un tuteur qui l'accompagne tout au long du cours.
expliqua l'avocat, André. Nous offrons un soutien non seulement financier, mais aussi psychologique et juridique si nécessaire. Impressionnant, dit Antoine. Et comment vous maintenez-vous? Demanda Isabelle. Nous facturons des frais administratifs minimes aux sponsors, expliqua Étienne. Et nous avons quelques projets parallèles de conseil aux entreprises. Quel genre de conseil? Nous aidons les entreprises qui veulent investir dans la responsabilité sociale de manière efficace. Isabelle et Antoine échangèrent des regards d'approbation. Étienne, j'aimerais vous faire 2 propositions. Nous écoutons. Première, voulez-vous gérer un fonds de 500 bourses annuelles? Étienne faillit tomber de sa chaise. 500 bourses par an? Exactement. Pour une durée indéfinie. Madame de Montaigne, c'est fantastique. Et quelle est la deuxième proposition? Demanda Pauline. Voulez-vous nous aider avec la responsabilité sociale dans l'industrie du bâtiment? Comment ça? Demanda André. Nous développons un projet de 100 logements sociaux. Nous aimerions que vous créiez des programmes sociaux pour les familles bénéficiaires. Quel genre de programme? Éducation financière, cours de formation, suivi psychologique des enfants pour créer une communauté vraiment structurée, compléta Antoine. Exactement, acquiesça Isabelle. Étienne était visiblement ému. Madame de Montaigne, vous proposez tout ce que nous avons toujours rêvé de faire. Alors, voulez-vous être nos associés? Ce serait un honneur. Et c'est ainsi que naquit officiellement la FOI, Fondation Pilier d'Espoir, une initiative qui combinait logement social, éducation et développement social. Pendant ce temps, dans la société de construction, les associés traditionnels avaient du mal à créer un projet alternatif qui soit plus rentable que la résidence populaire proposée par Isabelle. François avait passé 2 semaines à faire des calculs et était arrivé à la même conclusion qu'Isabelle. Le projet populaire était vraiment le plus rentable à moyen terme. Nous devons admettre qu'elle a raison, dit-il à Martine lors d'une réunion. Mais si nous l'admettons, elle va prendre le contrôle total de l'entreprise. Peut-être que c'est mieux ainsi. Comment peux-tu dire ça, Martine? Isabelle a fondé cette entreprise. Elle comprend l'affaire mieux que nous tous. Mais elle est en fauteuil roulant. Et alors? Sa tête fonctionne parfaitement. Et cet aide-soignant à elle, il sera notre chef? S'il est compétent, pourquoi pas? Martine fut indignée par la position de son associé. François, tu es devenu fou. Non, Martine, j'ai ouvert les yeux. Au cours des 2 dernières années, depuis qu'Isabelle s'est éloignée, notre entreprise a stagné. Elle n'a pas stagné. Bien sûr que si. Nous n'avons eu aucun projet innovant. Nous n'avons pas grandi. Nous n'avons pas évolué. Mais nous avons maintenu les bénéfices. Des bénéfices médiocres dans des projets médiocres. Ce n'est pas l'entreprise que je veux diriger. Alors, tu vas soutenir Isabelle? Je vais le faire, et je te suggère de faire de même. Martine quitta la réunion furieuse, mais commença à réfléchir sérieusement à ce que François avait dit. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Pendant ce temps, à la résidence de Montaigne, Isabelle et Antoine reçurent la visite de Julien, le jeune ingénieur. Il arriva, accompagné d'un portfolio impressionnant de projets de logements sociaux qu'il avait développés pendant son temps libre. « Julien, ces projets sont fantastiques !» s'exclama Isabelle. « Merci. Je les ai développés en pensant toujours à l'efficacité des coûts, sans perdre en qualité. Et celui-ci, Antoine pointa un plan spécifique. C'est mon projet préféré. Une maison de 70 carrés mètres qui coûte 40% moins cher qu'une maison conventionnelle de la même taille. Comment avez-vous réussi cette économie? Optimisation de la conception, utilisation de matériaux alternatifs de qualité et techniques de construction plus efficaces. Isabelle était impressionnée. Julien, accepteriez-vous d'adapter ces projets pour notre résidence? Ce serait un rêve. Et accepteriez-vous de devenir associé minoritaire de l'entreprise de construction? Julien resta sans voix pendant quelques secondes. Vous êtes sérieuse? Complètement. 5% de l'entreprise avec possibilité d'augmentation en fonction des résultats. J'accepte, mais j'ai besoin de vous dire une chose. Quoi? Je n'ai pas d'argent à investir. Vous n'en avez pas besoin. Votre investissement sera votre travail et votre dévouement. Madame de Montaigne, vous changez ma vie. C'est vous qui aidez à changer de nombreuses vies, Julien. Comment ça? Vos maisons vont abriter 100 familles. Cela signifie environ 300 personnes qui auront un logement digne. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle. C'est ainsi que vous devez penser à partir de maintenant. Chacun de vos projets a un impact direct sur la vie de nombreuses personnes. Cet après-midi-là, Julien présenta une proposition qui surprit tout le monde. Et si, en plus des maisons, nous créions un centre communautaire dans la résidence? Quel genre de centre? Demanda Antoine.
Un espace avec bibliothèque, salle de cours, aire de jeu pour les enfants. Intéressant. Mais cela n'augmenterait-il pas beaucoup le coût? Demanda Isabelle. Non, si nous utilisons un modèle coopératif. Comment ça? Les résidents contribueraient par de la main-d'œuvre à la construction du centre. En échange, ils auraient des réductions sur les mensualités des maisons. Génial! S'exclama Antoine. Et avez-vous pensé à qui administrerait ces cours? Demanda Isabelle. En fait, oui, répondit Julien. J'ai pensé à l'équipe d'Étienne. Ils ont de l'expérience avec les programmes éducatifs. Parfait. Nous allons leur présenter l'idée. Et il y a autre chose, continua Julien. Quoi? Que diriez-vous de créer un jardin communautaire dans la résidence? Jardin communautaire? Chaque famille prendrait soin d'une parcelle, mais la production serait partagée. Cela créerait un sentiment de communauté, observa Antoine. Exactement. Et cela aiderait aussi l'économie domestique des familles. Isabelle était de plus en plus impressionnée par la vision sociale de Julien. Julien, quel âge avez-vous? 24 ans. Et d'où vient toute cette conscience sociale? De ma propre histoire, Madame de Montaigne. Ma famille aussi a eu besoin d'aide quand j'étais enfant. Racontez-moi ça. Mes parents étaient travailleurs agricoles. Ils sont venus en ville quand j'avais 8 ans, rêvant d'une vie meilleure. Et ils ont réussi peu à peu. Oui, mon père est devenu maçon. Ma mère a travaillé comme femme de ménage. Ils ont économisé de l'argent pendant des années pour me donner une éducation. C'est pourquoi vous voulez aider d'autres familles dans la même situation? Exactement. Je sais ce que signifie avoir un rêve et se battre pour lui. Et vos parents, comment vont-ils aujourd'hui? Ils travaillent toujours dur. Mon père est maintenant chef de chantier. Ma mère a ouvert une petite pâtisserie. Ils sont au courant de vos projets. Ils le sont, et ils étaient émus quand je leur ai parlé de l'association avec vous. J'aimerais les rencontrer. Sérieusement? Bien sûr. Que diriez-vous de dîner ici à la maison ce week-end? Ils se sentiraient honorés. Alors, c'est convenu. Cette nuit-là, Isabelle fit une réflexion importante avec Antoine. Savez-vous ce que j'ai découvert cette semaine? Quoi? Que ma limitation physique n'a jamais été le vrai problème. Non. Le problème était que j'avais perdu la connexion avec des gens qui se soucient réellement. Et maintenant? Maintenant, je suis entouré de gens incroyables. Vous, Julien, Étienne, Hélène. Et cela change quelque chose. Cela change tout. Je me sens utile à nouveau. Je me sens vivante. Vous avez toujours été vivante, Madame de Montaigne. Vous étiez juste un peu endormie. Et vous m'avez aidé à me réveiller. Nous nous sommes aidés mutuellement. Comment ça? Vous avez aussi complètement changé ma vie. Avant, j'étais juste un livreur luttant pour survivre. Maintenant, je fais partie de quelque chose d'important. Partie de quoi? D'un projet qui va changer la vie de centaines de personnes. Isabelle sourit, émue. Antoine, puis-je vous confier un secret? Bien sûr. Quand vous êtes arrivé ici la première fois, je savais que vous étiez différent. Vous saviez comment? Par la façon dont vous me regardiez. Comment je vous regardais? Comme si j'étais une personne normale, pas un cas de pitié. C'est parce que c'est exactement ce que vous êtes, une personne normale, qui se trouve être en fauteuil roulant. Merci de me voir ainsi. Merci de me permettre de faire partie de votre vie. Le lendemain arriva le moment de vérité, avec les associés de la société de construction. Il ne restait que 2 semaines avant la date limite, et ils demandèrent une réunion en personne à la résidence de Montaigne. « Isabelle, nous avons besoin de parler », dit François quand ils arrivèrent. « J'imagine de quoi il s'agit. Nous avons passé un mois à essayer de créer un projet plus rentable que ta résidence de logements sociaux. Et vous avez réussi? Nous n'avons pas pu. » Martine semblait gênée, mais François continua avec honnêteté. « Tes calculs sont corrects. Le projet social est vraiment le plus rentable à moyen terme. Et nous voulons nous excuser d'avoir douté de ta capacité. » Isabelle fut visiblement émue. « Merci François. Mais nous avons une condition pour approuver le projet. » Laquelle? Nous voulons participer activement à l'administration, non pas comme superviseur, mais comme apprenti. Comment ça? Nous voulons apprendre avec vous comment faire des affaires avec une responsabilité sociale. Antoine et Isabelle échangèrent des regards de surprise. Vous voulez vraiment cela? Oui, nous le voulons, dit Martine, parlant pour la première fois. Je reconnais que j'avais tort sur beaucoup de choses. Et qu'en est-il d'Antoine? Demanda Isabelle. Nous aimerions le connaître mieux professionnellement, admit François. Excellent, car il sera le coordinateur général du projet. Les associés parurent un peu surpris, mais n'objectèrent pas. Une dernière question, dit Martine. Comment pensez-vous gérer un projet aussi complexe? Avec une équipe incroyable, répondit Isabelle. Quelle équipe? Julien comme ingénieur en chef, Étienne gérant la partie sociale, Antoine coordonnant tout et vous vous occupant de la partie financière et légale. Et vous?
Je ferai ce que j'ai toujours fait, superviser tout et prendre les décisions finales depuis ma maison. Pourquoi pas? La technologie est là exactement pour cela. Tu as raison. Alors, sommes-nous d'accord? Nous le sommes, dit François en tendant la main à Antoine. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je ferai de mon mieux. Nous savons que vous le ferez. Et ainsi, après un mois de tension, le projet fut finalement approuvé à l'unanimité. Le lendemain, Antoine eut une conversation importante avec sa famille. « Maman, Camille, je dois vous annoncer une nouvelle. »« Quelle nouvelle, mon fils ?» demanda Madame Thérèse. « J'ai été promu. Je suis maintenant coordinateur exécutif de la société de construction. » Camille ouvrit de grands yeux. « Coordinateur exécutif en 2 semaines? C'est une longue histoire, mais l'important est que nos problèmes financiers sont terminés. »« Combien vas-tu gagner ?» demanda sa mère. Quand Antoine mentionna le montant, elles restèrent bouche bée. « Mon fils, es-tu sûr que ce n'est pas un rêve ?»« J'en suis sûr, maman. Et il y a plus. »« Plus quoi ?»« Madame de Montaigne veut vous rencontrer. Elle veut vous inviter à dîner chez elle. »« Elle veut nous rencontrer ?» demanda Camille. « Elle le veut. Et Camille, elle a appris que tu étudiais les soins infirmiers et elle veut parler avec toi de certaines opportunités. »« Quelles opportunités ? Elle est en train de créer un programme de bourse d'études pour les étudiants du secteur de la santé. Il y aura peu être quelque chose d'intéressant pour toi. » Camille se mit à pleurer d'émotion. « Antoine, en 2 semaines, notre vie a complètement changé. » Oui, elle a changé, et pour le meilleur. Madame Thérèse prit les mains de ses enfants. « Merci, mon Dieu. J'ai toujours su que tu étais spécial, mon fils. Je ne suis pas spécial, maman. J'ai juste trouvé une opportunité et je me suis dévoué au maximum. C'est ce dévouement qui te rend spécial. » La semaine suivante, le dîner eut lieu à la résidence. Isabelle accueillit la famille d'Antoine comme s'ils étaient des parents proches. Madame Hélène prépara un dîner spécial et Julien amena ses parents pour qu'ils rencontrent tout le monde. « Madame Thérèse, » dit Isabelle, « vous avez un fils exceptionnel. Merci. J'ai toujours été très fier de lui. Et avec raison. En 2 semaines, il a complètement transformé ma vie. Comment ça? Il m'a aidé à découvrir que je pouvais encore être utile et heureuse. » Camille était fascinée, discutant avec Julien du génie civil et des projets sociaux. « Allez-vous vraiment construire 100 maisons ?» demanda-t-elle. « Oui, nous allons le faire, et chacune sera faite avec beaucoup d'amour. Ça doit être émouvant de voir les familles recevoir les clés de leur propre maison. Ce sera la meilleure partie du travail. » Madame Thérèse discutait avec animation avec les parents de Julien de la joie de voir les enfants réussir. « Nous avons tellement travaillé pour leur donner une éducation, » dit le père de Julien, Monsieur Manuel. « Et cela en valait la peine, n'est-ce pas ?» répondit Madame Thérèse. « Cela en valait largement la peine. Maintenant, c'est à leur tour d'aider d'autres familles. » Pendant le dîner, Isabelle fit une annonce qui émut tout le monde. « Je veux proposer un toast. »« À quoi ?» demanda Antoine. « Au début d'une nouvelle famille. »« Nouvelle famille ? Oui. Vous faites tous partie de ma famille maintenant, et je fais partie de la vôtre. Madame de Montaigne. » Camille pleurait. « C'est vrai, seul, je n'aurais rien pu faire. Ensemble, nous allons tout accomplir. »« Tout quoi ?» demanda Madame Thérèse. « Nous allons construire des maisons, former des jeunes, créer des opportunités, répandre l'espoir et nous allons être heureux en le faisant, » compléta Antoine. « Exactement. Nous allons être très heureux. » Le toast fut porté avec des larmes de joie dans les yeux de tous. Au cours des semaines suivantes, le projet prit une dynamique incroyable. Julien finalisa les plans des maisons en y intégrant toutes les suggestions d'Isabelle et d'Antoine. Étienne développa le programme social complet pour la résidence. Les avocats approuvèrent tous les documents nécessaires, mais le moment le plus émouvant fut quand ils commencèrent à sélectionner les familles qui seraient bénéficiaires. « Nous avons reçu plus de 500 candidatures », informa Étienne lors d'une réunion. « Et comment allons-nous choisir seulement 100 familles ?» demanda Antoine. « Avec des critères très clairs de besoin et d'engagement », répondit Isabelle. « Quels critères ? Revenu familial, temps pendant lequel ils ont rêvé d'avoir leur propre maison, disposition à participer au programme communautaire. Et qui va faire les entretiens ? Nous tous. Chaque famille sera interviewée par une équipe complète. »« C'est très laborieux, » observa Julien. « Oui, mais chaque famille mérite une attention individuelle. Madame a raison. » Pendant 2 mois, ils interviewèrent toutes les familles candidates. Ce furent des histoires émouvantes de lutte, de persévérance et d'espoir. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de familles rêvant de leur propre maison, » commenta Antoine. « Et chacune a une histoire touchante, » ajouta Julien. « C'est pourquoi notre projet est si important, » dit Isabelle. « Nous ne construisons pas seulement des maisons, nous réalisons des rêves et nous créons une communauté.
rappela Étienne. Exactement. Une communauté basée sur la coopération et la solidarité. Finalement arriva le jour du début des travaux. Isabelle, pour la première fois en 2 ans, sortit de chez elle pour visiter le terrain où la résidence serait construite. Quand elle arriva sur place dans un véhicule adapté, elle fut émue de voir des dizaines de personnes qui l'attendaient. Les familles bénéficiaires, les ouvriers, les associés du projet. « Madame de Montaigne !» crièrent les enfants en courant vers elle. « Bonjour les enfants, comment allez-vous? Anxieux de voir notre nouvelle maison. Vous allez devoir attendre quelques mois, mais ça en vaudra la peine. » Julien s'approcha d'elle avec un casque d'ingénieur. « Prête à donner le premier coup de marteau? Comment ça? C'est la tradition. Le responsable du projet donne le premier coup de marteau symbolique. Mais je ne peux pas tenir un marteau. Bien sûr que si. Je le tiens avec vous. » Avec Julien tenant ses mains, Isabelle parvint à donner le premier coup de marteau du chantier. Le son résonna dans tout le terrain, suivi d'applaudissements émus. « Maintenant, la foi Fondation Pilier d'Espoir Foi est officiellement lancée », cria Antoine. « Vive Madame de Montaigne !» crièrent les familles. « Vive notre nouvelle maison !» crièrent les enfants. Isabelle pleurait d'émotion, mais cette fois, c'était des larmes de pure joie. Au cours des mois suivants, le chantier avança rapidement. Julien supervisait personnellement chaque étape, garantissant une qualité maximale dans tous les détails. Antoine visitait le chantier quotidiennement, résolvant les problèmes et coordonnant entre les différentes équipes. Étienne organisait des réunions hebdomadaires avec les familles, les préparant à la vie en communauté. Isabelle suivait tout à travers des rapports détaillés et des vidéoconférences quotidiennes avec l'équipe. « Nous avons 2 semaines d'avance sur le calendrier », informa Julien lors d'une réunion. « Comment avons-nous réussi cela? Motivation des ouvriers. Ils savent qu'ils travaillent sur quelque chose de spécial. Et les familles? Comment réagissent-elles? Demanda Isabelle. Anxieuse, mais participative, répondit Étienne. Les cours d'éducation financière ont un taux de fréquentation de 100% et le jardin communautaire fonctionne déjà même sans les maisons terminées. Les familles se sont organisées pour s'occuper des parcelles les week-ends. Fantastique. Cela montre que la communauté est vraiment en train de se former. Il y a une nouveauté, dit Antoine. Laquelle? Certaines familles se sont portées volontaires pour aider à la construction des dernières maisons. Comment ça? Elles veulent travailler comme bénévoles les week-ends pour accélérer encore le chantier. Est-ce légalement autorisé? Julien a vérifié. Tant que c'est du travail volontaire supervisé, il n'y a pas de problème. Alors, acceptez l'aide. Ce sera un facteur d'union supplémentaire pour la communauté. 6 mois après le début des travaux, arriva le jour le plus attendu, la remise des 20 premières maisons. Isabelle organisa une cérémonie spéciale pour la remise des clés. « Je veux que chaque famille reçoive ses clés de manière spéciale », dit-elle. « Comment ça? Je veux rencontrer chacune personnellement, connaître leurs noms, leurs histoires. Ce sera émouvant. Ce sera le jour le plus heureux de ma vie depuis l'accident. » La cérémonie eut lieu un samedi matin ensoleillé. Isabelle était radieuse, dans une robe élégante et les cheveux spécialement coiffés. La première famille appelée fut celle de M. Albert et Mme Carmen, un couple de 60 ans qui avait passé 40 ans à payer un loyer. « Monsieur Albert, Mme Carmen, soyez les bienvenus dans votre foyer. » Quand Isabelle remit les clés, Mme Carmen ne put contenir ses larmes. « Merci, Madame de Montaigne. Vous avez réalisé le rêve de notre vie. »« Non, Madame Carmen, vous avez réalisé votre propre rêve avec effort et dévouement. Mais sans vous, ce projet n'existerait pas. Vous êtes les véritables protagonistes de cette histoire. » La deuxième famille appelée fut celle d'Estelle, une mère célibataire avec 2 petites filles. « Estelle, comment vous sentez-vous? »« Je n'arrive pas à croire que ce soit réel, Madame de Montaigne. Croyez-le. Cette maison est la vôtre pour toujours. Mes filles vont avoir une chambre juste pour elles et un jardin pour jouer. Et des voisins qui sont devenus des amis. » Exactement. Vous faites maintenant partie d'une communauté. La 3e famille était celle d'Alphonse, un ouvrier qui avait travaillé sur la construction même de la résidence. Alphonse, quelle sensation cela fait-il de construire sa propre maison? Indescriptible, Madame de Montaigne. Chaque brique a été posée avec amour et maintenant, je vais en prendre soin pour le reste de ma vie et aider les voisins chaque fois qu'ils en auront besoin. Bien sûr, nous sommes maintenant une grande famille. Quand les 20 familles reçurent leurs clés, Isabelle prononça un discours émouvant. « Chère famille, aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement des maisons. Nous vous donnons la base pour construire un avenir meilleur. » Applaudissements émus. Mais souvenez-vous, une maison ne devient un foyer qu'avec de l'amour, de l'affection et de l'unité. « Et nous allons en avoir beaucoup !» cria un enfant. « J'en suis sûr. »
Et quand les 80 autres maisons seront prêtes, vous aiderez les nouvelles familles à se sentir les bienvenues, n'est-ce pas? Oui, crièrent tous à l'unisson. Alors, je déclare officiellement inaugurée la première phase de la résidence Foi l'Espérance. La fête continua toute la journée avec un repas communautaire, de la musique et des jeux pour les enfants. Isabelle resta à la résidence jusqu'au coucher du soleil, conversant avec chaque famille et connaissant tous les enfants par leur nom. « Madame de Montaigne, dit une petite fille de 8 ans, vous êtes notre fée marraine. Non, ma chérie, je ne suis qu'une amie qui était très heureuse de pouvoir vous aider. Mais vous avez réalisé notre rêve. Nous l'avons fait ensemble. Votre famille a aussi beaucoup travaillé pour mériter cette maison. C'est vrai. Papa et maman ont beaucoup travaillé. Et toi, tu les as aidés? Oui, je m'occupe du jardin communautaire tous les jours. Quelle responsabilité importante. Continue comme ça. Je le ferai, et quand je serai grande, je veux aider d'autres familles comme vous le faites. Isabelle fut profondément touchée par ces mots. Je suis sûre que tu y arriveras, ma chérie. Quand elle rentra à la maison ce soir-là, Isabelle était épuisée physiquement, mais émotionnellement complètement épanouie. « Comment s'est passée la journée ?» demanda Madame Hélène. « Le jour le plus heureux de ma vie d'adulte. » Pourquoi? Parce que j'ai vu 20 familles réaliser le rêve de leur propre maison et j'ai su que j'en faisais partie. Vous étiez la partie la plus importante. Non, Hélène. Chaque personne impliquée dans ce projet était importante. Moi, Antoine, Julien, Étienne, les ouvriers, les familles elles-mêmes. Mais c'est vous qui avez eu l'idée. L'idée ne vaut rien sans des personnes dévouées pour la réaliser. Et maintenant? Maintenant, nous allons continuer. Nous avons encore 80 maisons à livrer. Et après? Après, nous allons commencer le prochain projet. Quel prochain projet? Je ne sais pas encore, mais je sais que ce sera quelque chose qui aidera de nombreuses personnes. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai découvert ma véritable vocation dans la vie, utiliser mes ressources pour créer des opportunités pour d'autres personnes. Et Antoine? Antoine a découvert la sienne aussi. Il a un talent naturel pour coordonner les projets sociaux. Vous faites une bonne équipe. Oui, nous le faisons. Et avec Julien, Étienne et tous les autres, nous sommes presque imbattables. Au cours des mois suivants, les 80 autres maisons furent achevées et livrées par groupe de 20, toujours avec des cérémonies spéciales. Chaque livraison était plus émouvante que la précédente, car la communauté qui accueillait les nouvelles familles était de plus en plus unie et structurée. Le centre communautaire fut inauguré avec une bibliothèque de 2000 livres donnés par Isabelle, une salle informatique avec 10 ordinateurs et 2 salles pour des cours de formation. Le jardin communautaire s'étendit et produisit suffisamment de légumes pour approvisionner toutes les familles, l'excédent étant vendu sur un marché hebdomadaire qui devint une attraction dans la région. Étienne organisa plus de 15 cours différents au centre communautaire, allant de l'éducation financière à l'artisanat, à l'informatique et au soutien scolaire pour les enfants. Julien développa un système d'entretien communautaire où chaque famille contribuait quelques heures par mois pour prendre soin des zones communes de la résidence. Antoine coordonnait tout avec efficacité, résolvant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des conflits et tenant Isabelle informée de chaque détail. Mais le plus grand succès fut de voir comment les familles elles-mêmes s'organisèrent en groupes de soutien mutuel, gardant les enfants les unes des autres, s'entraidant dans les moments difficiles, célébrant ensemble les réussites individuelles. 1 an après le début des travaux, la résidence Foi l'Espérance était considérée comme un modèle de logement social dans tout le département. Nous recevons des visites d'autres villes, informa Étienne lors d'une réunion. Quel genre de visites? Des maires, des secrétaires au logement, des entrepreneurs intéressés à reproduire le modèle. Et qu'en pensez-vous? Je trouve cela excellent, dit Julien. Plus il y aura de projets comme celui-ci, mieux ce sera pour tout le monde. Je suis d'accord, dit Antoine. Nous pouvons même créer un cabinet de conseil pour aider d'autres villes. Intéressant. Isabelle, qu'en pensez-vous? Je pense que nous devons d'abord consolider complètement notre projet avant de penser à l'expansion. Comment ça? Je veux accompagner ces familles pendant au moins 2 ans pour avoir la certitude que la communauté est vraiment durable. Cela a du sens. Et après cela, là, nous pourrons penser à reproduire le modèle dans d'autres endroits. Avec la même équipe? Avec une partie de la même équipe et de nouveaux associés locaux dans chaque région. Ce serait un énorme défi. Il le sera. Mais nous avons l'équipe et l'expérience nécessaires. Et les ressources? Des ressources aussi. La société de construction a tellement grandi avec notre projet que nous avons la capacité d'investir dans les 3 nouveaux. Incroyable comme tout s'est multiplié. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque l'on fait ce qui est juste. Tout se multiplie. À ce moment-là,
il se produisit quelque chose que personne n'attendait. Isabelle, qui faisait des exercices de kinésithérapie avec plus d'intensité depuis quelques mois, parvint à bouger légèrement les doigts de sa main droite. « Antoine, Julien, venez voir. Que se passe-t-il, Madame de Montaigne ?»« Regardez ma main. » Elle parvint à plier légèrement l'index. « Mon Dieu !» s'exclama Antoine. « Comment est-ce possible ?» demanda Julien. Le médecin a dit que, parfois, le bien, être émotionnel peut partiellement inverser certains dommages neurologiques. Sérieusement ? Le corps et l'esprit sont plus connectés que nous ne l'imaginons. Et cela signifie que je pourrais être récupérer certains mouvements avec une kinésithérapie intensive. Madame de Montaigne, c'est fantastique. Oui, mais même si je ne récupère rien de plus, je me sens déjà complètement épanoui. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que je peux être utile et heureuse indépendamment de mes limitations physiques. Vous avez toujours été utile, mais je ne le savais pas. Vous m'avez aidé à redécouvrir ma valeur. Nous n'avons fait que montrer ce qui était déjà là, et cela a fait toute la différence. À partir de ce jour, Isabelle se consacra intensivement à la kinésithérapie, parvenant progressivement à récupérer certains mouvements de base des mains. Elle ne retrouva jamais totalement la mobilité, mais elle obtint une autonomie suffisante pour utiliser un ordinateur adapté et même conduire une voiture spéciale. « Je veux visiter personnellement tous nos prochains projets », annonça-t-elle. « Vous êtes sûr ? » « Absolument. Maintenant que je peux bouger un peu mieux, je veux être présente à chaque étape. Ce sera émouvant. Ce sera la réalisation complète de ce que j'ai toujours rêvé de faire dans la vie. » 2 ans plus tard, les 3 nouvelles résidences étaient prêtes, totalisant plus de 300 familles bénéficiaires. Le modèle s'était perfectionné. En plus des maisons, chaque résidence avait sa propre école, un poste de santé, un centre sportif et même de petites entreprises communautaires. Nous avons réussi à créer un modèle durable de développement social, dit Étienne lors d'une présentation à des investisseurs intéressés. 400 familles, plus de 1000 personnes impactées directement et des centaines d'emplois générés par les projets, sans compter les jeunes qui ont obtenu des bourses d'études grâce à nos programmes. « Combien y en a-t-il eu jusqu'à présent ?» demanda un investisseur. « 732 jeunes, » répondit Étienne avec fierté. « Et le taux de réussite ? 91% ont obtenu leur diplôme dans les délais prévus. Impressionnant. Et il y a plus. Beaucoup sont revenus comme bénévoles pour aider d'autres jeunes, comme cet Étienne qui gère les programmes éducatifs. Exactement. Et comme Julien, qui était boursier et est aujourd'hui l'un des associés de la société de construction. Et le coordinateur général, Antoine, vient également d'une famille qui a été indirectement bénéficiaire des projets de logement de Madame de Montaigne. Alors vous êtes en train de créer un cercle vertueux. Oui, des personnes aidées qui deviennent des personnes qui aident. Et les résultats financiers ? La société de construction a augmenté de 400% en 5 ans. Exact 100%? Exactement. Nous avons découvert que faire les choses correctement et avec un objectif social attire plus de clients et d'associés. Incroyable. Et nous ne faisons que commencer. Comment ça ? Nous avons des propositions pour étendre le modèle à d'autres départements. Accepteriez-vous ? Selon les conditions. Oui. Quelles conditions ? Que chaque projet maintienne les mêmes normes de qualité et d'engagement social. Sans exception. Sans exception. À ce moment-là, Isabelle, qui suivait la réunion, fit une intervention importante. « Messieurs, j'aimerais clarifier quelque chose. Bien sûr, Madame de Montaigne, nos projets ne sont pas seulement une affaire, c'est une mission de vie. Nous comprenons cela. Alors, vous comprenez que nous ne renoncerons jamais à la qualité ou à l'engagement social au nom du profit. Et si cela limite l'expansion, nous préférons croître lentement et bien faire, plutôt que de croître rapidement et mal faire. Même si cela signifie un rendement financier moindre, le rendement qui nous importe le plus n'est pas financier. Quel est-il alors ? Voir des familles réaliser le rêve de leur propre maison. Voir des jeunes obtenir leur diplôme et construire des carrières. Voir des communautés se développer avec dignité. Cela ne paie pas les factures. Vous vous trompez. Cela paie les factures et en plus, cela donne un sens à la vie. Comment ça ? Une entreprise avec un but attire les meilleurs professionnels, les meilleurs associés, les meilleurs clients, et cela génère des bénéfices. Cela génère beaucoup de bénéfices, mais un bénéfice durable basé sur une valeur réelle créée pour la société. Les investisseurs furent impressionnés par la clarté du but d'Isabelle. « Madame de Montaigne, nous voulons vous faire une proposition. Nous écoutons. Nous aimerions créer un fonds d'investissement spécifiquement pour reproduire votre modèle dans tout le pays. À quelles conditions ? Vous conserveriez le contrôle total des normes de qualité et de l'objectif social ?
Et le rendement financier serait divisé moitié-moitié. La moitié pour les investisseurs, la moitié pour réinvestir dans de nouveaux projets sociaux. Isabelle, Antoine, Julien et Étienne échangèrent des regards d'intérêt. Combien de projets seraient prévus? 50 résidences en 5 ans. 50 résidences? Exactement. 5000 familles bénéficiaires. Et les programmes éducatifs s'étendraient également proportionnellement. Nous parlons de combien de jeunes avec des bourses? Environ 10 000 jeunes en 5 ans. Le groupe se tut quelques minutes, absorbant l'ampleur de la proposition. Nous devons en discuter en interne, dit Isabelle. Bien sûr. Combien de temps avez-vous besoin? 1 semaine. Parfait. Nous attendons votre réponse. Ce soir-là, Isabelle réunit toute l'équipe chez elle pour une discussion approfondie sur l'avenir. Équipe, nous sommes arrivés à un moment crucial. Comment ça? Nous pouvons continuer à croître organiquement à notre rythme, en gardant un contrôle total, ou nous pouvons accélérer considérablement, impactant beaucoup plus de personnes, mais en assumant des risques plus importants. Quel genre de risque? Risque de perdre le contrôle de la qualité avec la croissance accélérée. Risque que d'autres prennent des décisions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Risque que l'objectif social se dilue au nom de l'efficacité. Mais nous avons aussi les opportunités. Lesquelles? 5000 familles bénéficiaires au lieu de centaines, 10 000 jeunes avec accès à l'enseignement supérieur, des milliers d'emplois générés, et la possibilité de créer un modèle national de développement social. La discussion s'étendit pendant des heures, avec des arguments pondérés de tous les côtés. Au bout du compte, dit Isabelle, la décision est, voulons-nous être une réussite locale ou un mouvement national? Et quelle est votre préférence, Madame de Montaigne? Demanda Antoine. Ma préférence personnelle serait de continuer au rythme actuel, en gardant un contrôle absolu. Mais nous ne faisons pas cela pour nous, nous le faisons pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et de ce point de vue, plus nous pouvons aider de personnes, mieux c'est. Même en assumant les risques, nous pouvons minimiser les risques avec une planification minutieuse. Comment? En créant des protocoles rigides de qualité qui ne peuvent pas être modifiés, en maintenant des équipes locales formées par nous dans chaque région, en effectuant des audits réguliers de tous les projets et en établissant que tout écart par rapport à la norme entraîne l'annulation du projet. Pensez-vous que cela fonctionnerait? Si nous sommes rigoureux, oui. Alors nous essayons. Allons-y. La décision fut unanime. Ils accepteraient la proposition, mais avec des conditions très claires de contrôle de la qualité et d'objectifs sociaux. 1 semaine plus tard, ils signèrent l'accord pour le plus grand projet de logement social privé de l'histoire du pays. « Êtes-vous prêt à changer la France ?» demanda le représentant des investisseurs. « Nous sommes prêts à essayer », répondit Isabelle. « Et si ça marche? Si ça marche, nous allons prouver qu'il est possible de combiner bénéfices et responsabilité sociale à grande échelle. Et si ça ne marche pas, alors au moins nous aurons essayé de faire une différence. Avec cette attitude, je suis sûr que ça marchera. Nous aussi. » Et c'est ainsi que commença la phase la plus ambitieuse de la trajectoire d'Isabelle et de son équipe. Au cours des 5 années suivantes, ils supervisèrent personnellement la construction de 50 résidences dans 20 départements différents. Chaque projet maintint les normes de qualité et d'engagement social établies dans la première résidence Foi à l'Espérance. Plus de 5000 familles réalisèrent le rêve de leur propre maison. 10 600 jeunes obtinrent des bourses d'études. 20 000 emplois directs furent générés pendant les constructions. 100 centres communautaires furent créés. Mais le plus important, le modèle démontra définitivement que le logement social de qualité est non seulement possible, mais hautement rentable lorsque l'on travaille avec compétence et un but. « Nous avons réussi », dit Isabelle lors de la cérémonie de remise de la dernière résidence du programme. « Nous avons réussi quoi exactement? À prouver qu'un autre monde est possible. Un autre monde comme un monde où les entreprises peuvent être rentables et socialement responsables en même temps. Un monde où des personnes de différentes classes sociales peuvent travailler ensemble pour un objectif commun. Un monde où chaque personne peut découvrir son potentiel maximum si elle a les bonnes opportunités. Un monde où le logement digne est un droit, pas un privilège. Et un monde où la réussite individuelle se multiplie en réussite collective. » À ce moment-là, Antoine fit une observation qui émut tout le monde. « Madame de Montaigne, quand je suis arrivé chez vous il y a 7 ans, j'étais juste un livreur désespéré à la recherche d'un emploi. Et aujourd'hui, je suis coordinateur national d'un programme qui a changé la vie de milliers de personnes. Vous avez aussi changé, Antoine. J'ai changé parce que vous avez cru en mon potentiel quand même, moi, je n'y croyais pas. Et c'est ce que nous avons fait avec tout le monde. Nous avons montré le potentiel que chaque personne a.
Exactement. Et le résultat est là. Ils observèrent autour d'eux des centaines de familles célébrant la livraison de leur nouvelle maison, des enfants jouant dans les parcs communautaires, des jeunes adultes diplômés grâce aux bourses d'études, revenant comme bénévoles. Savez-vous quelle est la meilleure partie de tout cela? Demanda Isabelle. Laquelle? C'est que ça ne va pas s'arrêter ici. Comment ça? Beaucoup de ces personnes que nous avons aidées vont en aider d'autres à l'avenir. Le cercle du bien va continuer à s'étendre pour toujours. Pour toujours. Et ce fut vraiment pour toujours. Des années plus tard, quand Isabelle était déjà devenue une référence nationale en logement social, elle reçut une lettre qui l'émut profondément. C'était l'une des premières petites filles de la résidence Foi-l'Espérance, maintenant diplômée en architecture, Madame de Montaigne. Vous vous souvenez de moi? Je suis Valérie, qui vivait dans la maison 47 de la première résidence. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme en architecture et je veux dédier ma carrière à créer des projets de logement pour les familles dans le besoin, inspirés par votre exemple. Merci d'avoir changé ma vie et celle de toute ma famille. Maintenant, c'est à mon tour de changer la vie d'autres personnes. Voilà, dit Isabelle à Antoine en lui montrant la lettre. La mission est accomplie. Comment ça? La graine a été plantée dans la prochaine génération. Le travail continuera même lorsque nous ne serons plus là. Et cela vous rend heureuse. Cela me donne la paix. J'ai découvert quel était mon but dans la vie et j'ai réussi à le réaliser pleinement. Quel était votre but? Utiliser mes ressources et mes capacités pour donner des opportunités à d'autres personnes de découvrir leur propre potentiel. Et vous avez réussi. J'ai réussi. Et savez-vous quel a été le secret? Lequel? Comprendre que personne ne fait rien seul. J'ai eu besoin de vous, de Julien, d'Étienne, d'Hélène, de milliers de personnes pour réaliser ce rêve. Et nous avions besoin de vous pour découvrir que nous pouvions faire partie de quelque chose de plus grand. Exactement. Ce fut une construction collective. Et maintenant, nous allons continuer. Il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'opportunités. Toujours, toujours. Et il y aura toujours des gens prêts à aider comme vous l'avez été, et comme vous l'avez été avec nous, comme nous l'avons tous été les uns avec les autres. À ce moment-là, assis sur la terrasse où ils avaient conversé pour la première fois 7 ans auparavant, Isabelle et Antoine contemplèrent non seulement le jardin bien entretenu de la résidence de Montaigne, mais toute la transformation qu'ils avaient réussi à promouvoir dans leur propre vie et dans la vie de milliers d'autres personnes. Antoine, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Regrettez-vous d'avoir laissé les livraisons de repas pour travailler avec moi? Jamais. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je pouvais être bien plus que ce que j'imaginais, et j'ai aidé d'autres personnes à le découvrir aussi. Et si je vous disais que c'est vous qui m'avez le plus aidé dans tout ce parcours? Je dirais que vous m'avez aidé tout autant. Comment? Vous m'avez donné une opportunité quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous avez cru en moi quand même, moi, je n'y croyais pas. Vous m'avez appris que je peux faire la différence dans le monde. Et vous m'avez appris que mes limitations physiques ne me limitent pas en tant que personne. Nous sommes complémentaires. Oui. Et avec tous les autres, nous avons créé quelque chose de beaucoup plus grand que ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu créer seul. Qu'avons-nous créé exactement, Madame de Montaigne? Nous avons créé l'espoir. L'espoir, oui. L'espoir qu'il est possible de construire un monde meilleur. L'espoir que chaque personne a de la valeur et du potentiel. L'espoir que les problèmes sociaux peuvent être résolus lorsque les gens s'unissent avec un objectif commun. Et cet espoir va durer. Il va durer tant qu'il y aura des gens prêts à croire les uns dans les autres et à travailler ensemble. Alors, il va durer pour toujours. Il va durer pour toujours. Fin de l'histoire. Ceci était une histoire fictive, créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous qu'Isabelle et Antoine ont pris les bonnes décisions? Avons-nous réussi à transmettre le message que tout le monde a du potentiel lorsqu'il reçoit des opportunités? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes.